c'est un signe de feu et un signe cardinal. C'est le feu qui commence finalement. Donc le feu, c'est l'énergie de la vie. Alors quel type de feu est-ce que c'est le bélier? C'est le feu qui débute, le feu qui commence, celui qui va donner l'étincelle finalement. Donc quand on craque une allumette, eh bien c'est ça le feu du bélier. Celui qui va donc mettre le feu aux poudres et qui va lancer ainsi toute la ronde du zodiaque. Pourquoi les natifs du bélier incarnent ce feu? Ils ont besoin de faire passer cette énergie dans le monde. C'est pourquoi on va trouver notamment des leaders ou des pionniers qui vont s'implanter sur de nouveaux territoires et donc perpétuer ainsi la vie. Alors la planète du bélier, c'est la planète Mars, qui représente le dieu de la guerre, Arès, et qui permet donc aux natifs du bélier d'affronter la vie avec courage, de s'affirmer en faisant preuve de volonté, et donc de marquer finalement leur territoire. Le signe du taureau c'est un signe de terre, un signe féminin et également un signe fixe. Donc c'est la terre du mois de mai, donc c'est la terre du printemps, c'est une terre fertile, grasse, qui est prête à recevoir la graine et à lui permettre de se développer donc en la nourrissant. Donc les natifs du signe du taureau incarnent cette terre de printemps et sont aptes à réunir des moyens de manière à nourrir et à donner corps à des idées, à des intentions, à des projets. La planète du taureau, c'est la planète Vénus, qui est une planète donc féminine, qui est la planète des arts, de la beauté. Et donc les taureaux sont des personnes qui ont des aptitudes particulières pour apprécier ce qui est naturellement beau, je dirais, au travers, par exemple, d'art en lien avec la matière, comme par exemple, typiquement la sculpture, vous voyez, le fait de toucher et de créer en même temps quelque chose de beau, de même qu'on a, avec Vénus, le rapport au sens et donc au plaisir. Donc on va trouver chez les taureaux cette notion d'épicurisme, c'est-à-dire la capacité, contrairement aux autres signes de terre, à profiter simplement des plaisirs que peut offrir la vie. Le signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est le premier d'ailleurs des signes d'air. L'air, dans la tradition ésotérique, astrologique, représente les échanges, les contacts entre les personnes. Et donc, le Gémeaux, c'est l'enfant finalement du Bélier et du Taureau, l'enfant qui ouvre de grands yeux devant le monde et qui a envie de tout découvrir, de tout apprendre, de tout toucher. Je vous rappelle que par exemple le Gémeaux correspond aux mains et aux bras, mais aussi aux poumons, qui sont des moyens d'échange finalement avec l'extérieur. Et donc il faudrait plusieurs vies aux natifs des Gémeaux pour découvrir tout ce qu'ils veulent découvrir et toucher à tout ce qu'ils veulent toucher. En fait, il leur faudrait être à plusieurs endroits en même temps, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, mais ils essayent de le faire malgré tout en se déplaçant sans arrêt, en changeant d'activité, en changeant de centre d'intérêt, de manière à voir un maximum de choses en un minimum de temps. Le signe du cancer. Le signe du cancer, c'est le premier des signes d'eau. Alors, l'eau, dans la tradition, représente finalement le monde émotionnel. En tant qu'être humain, nous sommes faits de feu, qui représente l'impulsion de vie. Nous sommes faits de terre, qui représente notre enveloppe physique, matérielle, donc notre corps. Et puis nous sommes faits d'air, qui représente notre intellect, et notre communication, qui est finalement l'expression de notre intellect. Enfin, il nous manquait un quatrième élément, qui est celui de l'eau, et qui représente notre monde émotionnel. Donc les natifs du cancer sont très liés avec le monde des émotions. Ils perçoivent, ils ressentent énormément de choses de la part de leur entourage, notamment les besoins de leur entourage, et ils sont capables d'anticiper ces besoins, d'y répondre en nourrissant leur entourage, finalement comme les racines vont nourrir la graine pour lui permettre de se développer. Donc c'est pourquoi on trouve chez les cancers cette notion particulière de prendre soin d'autrui, comme une mère finalement, puisque la planète du signe du cancer c'est la lune qui représente la mère, comme une mère qui prend soin finalement de son enfant. Alors le signe du lion.
Le signe du lion, c'est un signe de feu et c'est aussi un signe fixe. C'est-à-dire qu'il représente le milieu de la saison, c'est le mois d'août, là où le soleil finalement est à son maximum. De même que si, pour parler du feu, eh bien ce serait le feu de joie, le brasier, celui qui consume et qui se voit de loin finalement. Donc c'est ce feu du lion que les natifs ressentent en eux comme une énergie de la vie, toujours l'énergie du feu, mais qui va déborder et dont il faut qu'ils fassent quelque chose. Alors naturellement, les natifs du lion sont des créateurs, puisqu'ils vont utiliser cette énergie du feu pour créer, pour s'exprimer librement, que ce soit sur scène, au travers de l'art ou au travers de l'enseignement, par exemple, qui sont des notions très en rapport avec le lion, pour justement s'exprimer au maximum au cours de cette incarnation. Alors le signe du lion, la planète du lion, c'est bien sûr le soleil qui est au centre de notre univers, puisque toutes les autres planètes tournent autour de lui, et bien sûr les natifs du lion ont besoin également de se retrouver au centre de l'attention, pour pouvoir diffuser leurs rayons qui vont réchauffer, donner confiance, voire inspirer autrui, mais pour faire cela, il faut encore une fois qu'ils soient, comme le soleil, au centre de leur univers. Le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, c'est le 6e signe du zodiaque, c'est un signe de terre et un signe mutable. Et donc c'est la terre, cette fois non pas la terre du printemps comme dans le taureau, mais la terre du mois de septembre. C'est-à-dire c'est une terre de moisson, une terre de vendange, c'est-à-dire une terre de travail, c'est la rentrée des classes, si vous voulez. Et donc une terre de travail où on doit faire très attention aux détails, comme par exemple dans les vendanges, où il faut séparer le bon grain du mauvais grain. Voyez, où il faut faire attention dans l'utilisation des outils, et puis il faut ranger, et puis il faut nettoyer, et puis il faut réorganiser tout cela pour préparer cette rentrée des classes ou justement le fait de faire le vin, finalement. Donc les natifs de la Vierge sont ainsi avec un esprit critique très prononcé, qui contraste vraiment avec le lion précédemment, où il fallait s'exprimer au maximum. Là, il s'agit d'être critique par rapport à la prestation qui a été faite, de voir qu'est-ce qui peut être amélioré. Et donc, les natifs de la Vierge sont très tournés vers cette recherche de la perfection, en corrigeant certains détails qui sont des zones finalement grises. La Vierge aspire à une blancheur immaculée, donc il faut corriger ces petites zones d'ombre, donc en étant très pointilleux sur les détails, pour faire en sorte de retrouver finalement une forme de perfection dans tout ce que l'on fait. Alors ça génère évidemment chez tous les natifs une certaine anxiété, un doute aussi d'eux-mêmes, un manque de confiance parfois, qui les oblige à répéter et re-répéter inlassablement certains gestes pour polir justement leur savoir-faire jusqu'à cette perfection qu'ils recherchent dans tout ce qui... Avec le signe de la Balance, nous rentrons dans la deuxième moitié du zodiaque. La deuxième moitié du zodiaque qui finalement met un terme à toute une première partie qui était davantage tournée vers l'individualité. Avec le signe de la Balance, nous rentrons dans cette deuxième moitié qui va être tournée vers la relation à l'autre. On a compris que pour continuer à se développer, eh bien, être avec soi-même ne suffisait plus, il fallait rentrer en relation avec l'autre. C'est pour ça aussi que c'est un signe cardinal qui débute toute une nouvelle période, toute une nouvelle partie d'un cycle de développement qui va être tourné vers la relation avec l'autre. C'est pour ça que c'est le signe de la fleur qui va créer la relation. Je vous renvoie donc à ma vidéo sur le cycle végétal pour bien comprendre cette phase-là. Alors, le signe de la Balance, signe d'air, donc d'échange, mais aussi incarné par la planète Vénus, qui est la planète de la beauté, de l'équilibre. Donc, les natifs du signe de la Balance ont une sensibilité particulière à la beauté. Ils savent naturellement reconnaître ce qui est beau, ce qui est équilibré, ce qui est harmonieux. C'est aussi le signe de la paix. Pareil, dans un sens d'équilibre entre les parties, donc entre les plateaux, entre les deux plateaux de cette balance. Pour ça que la balance, les natifs de la balance sont des diplomates nés qui ont une chose en horreur, c'est le conflit, et qui ne cherchent qu'à finalement instaurer la paix et le compromis partout où ils passent.
Alors le signe du Scorpion, un signe très particulier, parce que, pourquoi c'est un signe particulier? Parce que d'abord c'est un signe d'eau, donc c'est un signe, comme tous les signes d'eau, éminemment réceptif, sensible, profond, qui perçoit énormément de choses de son environnement, notamment de manière instinctive hein, chez le Scorpion. Mais c'est un signe d'eau particulier puisqu'on va trouver chez le Scorpion des planètes de feu dessous. C'est-à-dire qu'on va trouver deux planètes, Mars et Pluton. C'est-à-dire qu'on sent que cette eau, qui est peut-être calme en apparence, en fait, sous cette eau se cache un feu ardent qui bouillonne, hein, qui fait des bulles, qui remonte à la surface. Donc c'est pour ça qu'on a cette eau des marais, des marécages, vous voyez, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui a envie de jaillir de dessous, hein, comme un volcan finalement sous la mer. Alors que sont ces planètes Pluton et Mars? Eh bien, elles représentent effectivement nos instincts, nos pulsions hein, également, et qui parfois eh bien, remontent à la surface, crèvent cette surface et s'expriment de manière un peu désordonnée, voire un peu violente dans le monde. En tout cas, ce sont des instincts qui, par essence, ne sont pas civilisés comme peut l'être notre intellect, ou nous pouvons l'être dans nos rapports sociaux. Donc on a ici une irruption d'instincts qui crèvent la surface et qui viennent se manifester au grand jour. Et ça crée forcément une transformation. C'est-à-dire qu'à partir de cette irruption, on est obligé de s'adapter. Hein. De même quand un volcan rentre en éruption, il commence par détruire beaucoup de choses, mais derrière, finalement, il va y avoir la réinvention de la vie, sous une autre forme, souvent plus riche, puisque d'ailleurs c'est sur les pentes des volcans que l'on trouve les terres les plus fertiles et les meilleurs vins du monde. Le signe du Sagittaire, c'est un signe de dépassement. C'est un signe de feu, donc on va retrouver cette énergie de la vie qui pousse, hein, qui a envie de sortir, comme dans le Bélier, comme dans le Lion. Alors, comment on va l'utiliser le Sagittaire? Eh bien, il va l'utiliser pour aller au-delà. Voilà. Alors, cette notion que les Anglais appellent beyond, en fait, aller beyond, c'est-à-dire aller au-delà d'eux. Voilà. Et le Sagittaire, c'est le signe de l'au-delà, de dépasser les frontières, les limites, d'aller voir ce qu'il y a après, ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, on retrouve cette analogie dans l'image elle-même du Sagittaire, qui est donc avec un corps de cheval qui représente notre condition animale, avec un corps d'homme, un buste d'homme dessus qui représente notre condition humaine, et enfin cet homme qui vise les étoiles qui représente la condition divine. Donc on voit ici toute l'ascension en fait, et la notion de dépassement dans le Sagittaire de la condition animale vers la condition divine. Et cela eh bien, se traduit chez les natifs du Sagittaire par une quête. Hein, les Sagittaires sont toujours en quête de quelque chose, en quête d'un enrichissement personnel, de plus de connaissances et d'une meilleure compréhension finalement de la vie, mais aussi bien sûr d'eux-mêmes. Alors si on a été très loin avec le Sagittaire, avec le Capricorne, on va aller très haut. Alors le Capricorne, c'est le signe de l'élévation. Pourquoi naturellement? Eh bien parce que déjà c'est le signe le plus élevé du zodiaque. Je vous rappelle que tout à l'heure, quand on était dans le signe du Cancer, on était aux racines. Ici, nous sommes dans la phase du fruit, c'est-à-dire que nous sommes au maximum de la hauteur finalement atteinte par l'arbre ou par le fruit. Hein, donc la terre, puisque le Capricorne est un signe de terre, la terre du Capricorne, c'est la terre des sommets. C'est-à-dire, c'est une terre, c'est même pas une terre, c'est un rocher pratiquement. Donc il y a une densité très élevée d'un sommet assez éloigné et finalement exigeant dans son ascension. Et tout cela est le symbole du signe du Capricorne, puisque le Capricorne donc, se fixe des objectifs lointains, souvent très élevés, qu'il est donc du coup extrêmement exigeant vis-à-vis de lui-même, notamment dans son travail, et que c'est une certaine ambition qui va le pousser à atteindre ces sommets en travaillant et surtout sans devoir rien à personne, puisque le chemin emprunté par le Capricorne est toujours un chemin solitaire. C'est un chemin qui réclame du temps, comme Saturne, la planète du Capricorne, nous l'indique. Hein. Saturne, c'est la notion de temps, hein, chronos, hein, chez les Grecs. Et donc il faut du temps pour atteindre ces sommets et finalement s'endurcir au travers de ce parcours, de cette ascension, au travers de laquelle d'ailleurs on va se délester de tout ce qui n'est pas
pas utile, de tout ce qui est superflu, hein, comme un Sherpa qui va gravir la montagne, et qui va atteindre finalement une compréhension extrêmement poussée, profonde de soi-même ou de la vie, ou atteindre un poste également à responsabilité, puisque nous sommes non pas au centre avec le lion, mais au-dessus avec le signe du Capricorne. Donc c'est souvent des personnes qui occupent des positions importantes, ou qui cherchent à le faire, des positions de dirigeants, où la notion de sensibilité est plus ou moins mise de côté au profit d'une notion de pragmatisme et finalement d'une certaine efficacité indiquée par cette terre assez dure, assez froide, terre d'hiver donc du signe du Capricorne. Alors le Verseau c'est un signe d'air, comme tout à l'heure pouvait l'être le signe des Gémeaux ou le signe de la Balance. Mais dans l'ère de la Balance, nous avions les relations avec une personne individuelle, un complément et complémentaire. Dans le signe des Gémeaux, nous étions dans l'enfant qui découvrait le monde, et donc son environnement proche, il voulait toucher à tout avec ses petites mains autour. Bon. Ici, dans le signe du Verseau, nous avons des échanges et de la communication, mais avec un environnement lointain. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus à dialoguer avec une personne en particulier ou avec quelqu'un de proche. On cherche à toucher la masse, la foule, et de préférence instantanément. C'est-à-dire que la notion de chronos, de temps, que nous avions vu en Capricorne, on s'en affranchit complètement dans le signe du Verseau. Il faut dépasser le temps, vaincre le temps, pour communiquer avec un maximum de personnes immédiatement. Alors pour cela, eh bien, il faut des moyens souvent modernes de communication, donc des satellites, la télévision, des ondes, hein, qui sont symbolisées par ces ondes, hein, qui ne sont pas des vagues, mais des ondes en fait, hein, sur la notion d'air du signe du Verseau, pour toucher un maximum de personnes et leur amener quoi? Eh bien, leur amener le progrès. C'est-à-dire que les natifs du Verseau sont en avance sur leur temps. Ça leur pose déjà d'ailleurs des problèmes, parce qu'ils sont en décalage souvent avec la société actuelle. Ils ont un pied dans l'avenir et un pied dans le présent. Donc il faut qu'ils arrivent à trouver le juste milieu pour pouvoir faire passer leur message de progrès et donc contribuer à faire avancer, justement progresser le monde. Le signe des Poissons, eh bien, c'est le dernier signe du zodiaque, celui qui va terminer tout un cycle de développement et qui, en même temps, puisque c'est un signe mutable, va préparer le début d'un nouveau cycle dans le signe du Bélier à venir. Donc l'eau des Poissons, puisque les Poissons c'est un signe d'eau, donc un signe sensible qui ressent énormément de choses de son environnement, l'eau des Poissons c'est l'eau du milieu des océans, hein, l'eau des immensités ou des profondeurs océaniques. C'est une eau dans laquelle il n'y a plus de repères. C'est-à-dire que tous les repères qui nous ont accompagnés au cours de ce cycle, on vient les dissoudre finalement dans le signe des Poissons. On vient les perdre, voyez. Et pourquoi? Eh bien parce que le signe des Poissons aspire à fusionner avec un idéal, c'est-à-dire un tout, un grand tout qui est supérieur à lui. Alors cet idéal, en fonction des natifs, il peut être un idéal spirituel, religieux, un idéal amoureux, pourquoi pas, un idéal artistique souvent, un idéal de dévotion pour autrui. Et donc, le but des Poissons, c'est donc de fusionner avec cet idéal, d'où, pour fusionner, il faut d'abord perdre ses repères, se rendre extrêmement perméable pour ne faire finalement plus qu'un avec son environnement. D'où, quand on cumule un signe d'eau avec un signe mutable dans le signe des Poissons, on retrouve un signe finalement qui est très influençable, très sous l'influence finalement des courants océaniques et donc de son environnement qui le pousse à droite et à gauche sans que véritablement le natif des Poissons n'ait son mot à dire, n'ait une force suffisante, un ancrage suffisant pour pouvoir y résister. Donc ça c'est tout l'enjeu du signe des Poissons, c'est-à-dire que pour pouvoir aider autrui comme il le souhaite, pour pouvoir sauver autrui comme il le souhaite, eh bien il doit se faire violence finalement pour
tous les jours, au quotidien, recréer et solidifier son ancrage dans la réalité. Et c'est en ayant cet ancrage qu'il va pouvoir ensuite diffuser tout son potentiel d'aide, de soins et de conseils finalement à autrui.